C'est un TP très, très manipulatoire. Je vais tenter de vous faire un petit film cet après-midi avec la loupe bino. Je vous l'enverrai. Je vais le mettre sur le site ou je vous l'envoie sur WhatsApp ou sur Slack pour faire des petits rappels sur l'utilisation d'une loupe binoculaire. J'ai la chance d'en avoir une ici, donc je vous montrerai quelques petits rappels, comment on fait les mises au point, etc. Je vais tenter ça avec mes filles. Elles vont m'aider à tenir le téléphone pour tout filmer. Donc, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder ce TP. Là, j'ai juste téléchargé en format PDF le Geniali qui est animé sur le site. Je ne sais pas si vous arrivez à l'ouvrir, si c'est pas trop lourd en termes de téléchargement. Donc, pour que ce soit clair pour tous, il faut quand même que je vous montre quelque chose parce que là, vous pouvez avoir possiblement un peu de difficulté à comprendre pourquoi d'un seul coup on passe de la neuro aux plantes. Alors, je vais zoomer. Ce contrat-là, vous l'avez eu en tout début d'année quand on a fait la méiose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'avoir eu. C'est le thème 1A, génétique et évolution. On a fait ensemble le thème 1A1, le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Tout ça, on l'a fait. C'était la méiose et la fécondation. Il était sur plusieurs pages, ce contrat. La page 2, contrat 1A, génétique et évolution de la diversité des êtres vivants et l'évolution de la biodiversité. Donc ça, c'est tout ce qui est sélection naturelle et dérive génétique. On avait fait un TP. Avec le logiciel de simulation pour voir la dérive génétique quand on diminue, on a un effet de fondation quand vous diminuez l'effectif de la population. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et on avait vu en termes de spéciation l'exemple du Peasley, donc cet hybride entre l'ours polaire et le grizzly. Ensuite, toujours dans ce thème 1A qui est très très long, hein, on a abordé l'évolution de l'homme. On a fait un seul TP avec la notion de prognatisme, de position avancée du trou occipital en lien avec la bipédie. On avait fait un TP et un cours. Et il me restait à aborder le dernier chapitre sur la vie fixée des plantes. Donc là, j'aborde aujourd'hui le thème 1 à 5, les relations entre organisation et mode de vie, résultats de l'évolution, exemple de la vie fixée chez les plantes. Donc ce contrat, vous devez l'avoir, je vous l'avais distribué en tout début d'année. Si jamais vous l'aviez perdu, je peux vous le déposer sur le Slack si vous voulez. J'ai commencé à voir comment on dépose des documents. Ou vous l'envoyez sur WhatsApp si vous préférez par WhatsApp et normalement ce document vous l'avez. Et donc aujourd'hui on va faire le TP8 qui va vous permettre de recopier tout le grand 1 de ce cours. Il est vraiment pas méchant, vous avez plein de choses, il y a très peu de notions nouvelles sur cette partie qui est pratiquement exclusivement manipulatoire. Manque de chance, chez vous, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Donc, c'est là où je vais essayer de filmer un petit peu des mises au point, voir comment je peux vous aider à distance. Donc, maintenant que j'ai repris, que je vous ai resitué le sujet, je vais maintenant reprendre le PDF du TP. Voilà, celui-ci. Donc, TP, hop, je vais dézoomer cette fois-ci. TP1, racine, hop, racine, tige, feuille. À l'issue de ce TP, il y a 3 choses que vous devez retenir. C'est la fonction des racines et une relation structure-fonction à l'échelle de la racine, à l'échelle macroscopique, pour l'organe tige et pour l'organe feuille. Donc, pour que ce soit clair pour tous, je vais prendre un stylo. On va prendre du jaune pour que ça se voit bien. Racine, tige et feuille, ce sont des organes. Comme nous, on a un cœur, comme on a une peau, c'est un organe. Eh bien, la racine, la tige et la feuille sont des organes chez les plantes. Et on va les observer à l'échelle macroscopique, mais aussi à l'échelle microscopique aujourd'hui. Et on va essayer de trouver à chaque fois une relation structure-fonction. Alors, dans quelle mesure, quelle question on va se poser? Mon frère, en seconde, il fait la même chose. Ouais, c'est... Ah bon? Alors, pourquoi il fait ça en seconde? Je l'ai fait moi plutôt en première, oui. En seconde, vous pouvez l'aborder un petit peu. Il a observé quoi? Les poils absorbants au niveau des racines? Martial, c'est ce qu'il a vu ou pas? Parce que je vais vous les montrer.
C'est tout bête, hein. Effectivement, c'est pas très, très compliqué. Ouais, c'est ça. Donc je vais vous montrer, c'est archi simple. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, nous en terminale, il faudra juste qu'on garde en tête, mais c'est aussi ce qu'il a vu en seconde, c'est que la plante, elle a une contrainte forte, c'est qu'elle est fixée. Et on va voir les stratégies adaptatives. Cette expression-là, stratégie adaptative, elle est très importante à essayer de reprendre en synthèse en 2.1 ou en 2.2. En synthèse, c'est tombé il y a 2 ans, hein, la plante. C'est essayer de comprendre quelle stratégie elle met en place face aux contraintes de la vie fixée. Quand je suis fixée, comment je fais pour me nourrir? Quand je suis fixée, comment je fais pour me reproduire d'un point de vue brassage génétique, puisque je suis fixée et que l'autre partenaire, il est fixé plus loin. Comment je fais aussi pour communiquer? Donc à chaque fois, on va se poser ces questions-là. Quelles sont les stratégies adaptatives face aux contraintes de la vie fixée d'une plante? Donc, c'est ce que je vous ai mis ici. L'objectif ici, c'est de trouver, d'établir de relations structure-fonction des différents organes et les organes qu'on va étudier, racines, tiges, feuilles. Alors, je continue. Hop. Donc ça, c'est l'index. En fait, quand vous êtes sur Geniali et que vous cliquez ici, vous allez aller directement sur la page du problème à résoudre, ce que sont les relations structure-fonction à l'échelle pour les racines, un matériel et un protocole que vous auriez pu faire, que je vais vous montrer, structure fonction de la tige, matériel et protocole, résultat de la coloration du protocole, la double coloration au niveau d'une tige, communiqué par un schéma, on va faire quelques petits rappels sur les exigences d'un schéma. Là, je vous ai mis une grille d'auto-évaluation parce que c'est ce qu'on aurait dû faire. Les feuilles, relation structure-fonction, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux observer sur les feuilles, et ça, les SP, vous les avez vus, c'était l'observation de stomates. Les non-SP, je vais vous montrer comment on fait, c'est tout bête. Mesure de densité stomatique, c'est pas méchant non plus, résultat au microscope et un bilan. Alors, hop. La plante à l'interface air-sol, donc quelles sont les stratégies adaptatives? C'est vraiment important de retenir cette expression, stratégie adaptative des racines, des tiges et des feuilles, qui permettent à ces 3 organes d'assurer leur fonction malgré la contrainte d'être fixés. Alors, déjà, précisez sur votre copie là où les fonctions des racines. Alors, on va essayer de prendre la séance un peu plus dynamique. Une racine, pour vous, ça a quelle fonction? Quelle est la fonction d'une racine ou quelles sont les fonctions? Ça sert à quoi la racine pour l'arbre, pour la plante? Dites-moi. Ok, super. Donc, ça permet la nutrition. Un stockage, c'est vrai. Donc, c'est la fonction de nutrition. Et en fait, si je veux être très précise, ça permet ouais, boire. Nourrir, c'est boire. C'est exactement ça. Il y a 2 choses. Ben, vous avez tout trouvé. Donc, absorber, c'est parfait. Donc, il y a deux fonctions. C'est absorber, se nourrir. Absorber, absorption de la solution du sol. Ça veut dire quoi la solution du sol? Boire, il y a de l'eau, plus des sels minéraux. Donc ça, c'est la première fonction de la plante, absorber la solution du sol. Et l'autre fonction, on la voit aussi ici, il y a un autre rôle, vous l'avez très bien dit, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est-à-dire que votre plante, elle a un port dressé. Pour qu'elle tienne debout, il faut qu'elle s'ancre dans le sol. Donc, c'est le second rôle de la plante, absorber et ancrer. Et donc, là, il y avait plus d'infos. Hein. Si vous cliquez sur le bouton, vous allez ouvrir de nouvelles pages avec des informations supplémentaires. Ces 2 fonctions, elles sont essentielles à retenir. Hein. Les racines permettent l'absorption de la solution du sol et permettent l'ancrage. Et donc, l'idée, c'est de comprendre à l'échelle macroscopique, mais aussi à l'échelle microscopique, quelles sont les structures de la racine qui favorisent cette fonction absorber et ancrer. Donc déjà, quand vous dites absorber, vous pensez, je sais pas, à un mouchoir, à un sopalin ou autre. Il y a nécessairement une grande surface d'échange pour pouvoir être au contact d'un maximum de surface au sol et donc d'absorber un maximum d'eau. Donc l'idée, ça va être de développer une grande surface d'échange. Ça me permet d'absorber. Ensuite, en termes d'ancrage, l'idée, ce serait peut-être aussi de présenter une structure pas nécessairement qu'une racine pivotante. Je pense à une plante que vous connaissez qui est la carotte. Bon, on mange la racine. C'est ce qu'on appelle une racine pivotante. En termes d'ancrage, c'est pas terrible. La preuve, je peux la déraciner aisément et manger. Un radis, c'est aussi une racine pivotante. Donc, ça va pas être une structure super adaptée à l'ancrage.
Par contre, l'arbre ici, vous voyez bien un enchevêtrement de racines, hein, c'est ce qu'on appelle des racines fasciculées. Là, vous avez tout un réseau qui va s'ancrer profondément dans la terre, dans le sol. Et donc là, on a une adaptation structure-fonction. Cette forme ramifiée avec, on dit un réseau fasciculé et pas pivotante, pas droite, permet de réaliser la fonction d'ancrage. J'espère que ça va pour tout le monde. Alors, les racines ont une fonction d'absorption. Le matériel qui était mis à disposition si on avait pu faire le TP aujourd'hui, j'avais préparé et je vais vous montrer parce que je l'ai fait à la maison en confinement là. On a fait germer des racines de radis, ça se fait très très bien, déjà c'est facile et en plus elles ont une particularité, les racines de radis, c'est de montrer énormément de poils absorbants. Je vais vous expliquer ce que c'est par la suite. Donc des graines germées et quand votre graine germe, le premier organe à se développer qui sort de la graine, c'est la racine, qui va permettre tout de suite l'absorption de la solution du sol, donc eau plus sels minéraux, et va favoriser l'ancrage évidemment. D'ailleurs, cette racine, elle a ce qu'on appelle un gravitropisme. Tropisme, c'est une croissance orientée, gravi selon la gravité. Toutes vos racines, elles croissent vers le bas, elles sont attirées par la force de gravité. Une loupe binoculaire, je vais tenter un petit film aujourd'hui avec la loupe binoculaire, si vous vous souvenez plus ce que c'est que cet outil-là. Je ne peux pas prendre mon portable, c'est ça la loupe binoculaire. Hop. Donc la loupe binoculaire, c'est ce truc-là, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. Donc la loupe binoculaire, ça ressemble un peu à un microscope parce que vous avez les deux oculaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez deux objectifs, un x2 et un x4 et l'oculaire, il est à x10. Donc au total, vous grossissez 20 à 40 fois et il y a un éclairage à mettre, un éclairage direct ou indirect. J'essaierai de vous faire un petit truc pour cet après-midi pour réviser un peu la loupe binoculaire. Alors ensuite, pince fine, ciseaux, lame de rasoir ou scalpel, ça c'est pour faire des coupes très très fines pour faire vos préparations microscopiques. Je vous rappelle que sur une lame d'observation, votre objet doit faire au maximum 1 mm d'épaisseur, d'où l'utilisation des lames de rasoir ou du scalpel pour faire quelque chose, une découpe très fine. Lame et lamelles, les lames, je vous rappelle que c'est la partie allongée en verre rectangulaire et les lamelles sont les petites lames toutes fines que vous allez déposer sur l'objet, permettre vraiment une préparation en 2 dimensions. Colorant bleu de méthylène. Fonction d'absorption, je veux prouver que la racine absorbe, donc je vais prendre un colorant qui va me servir de traceur pour montrer l'évolution de l'eau bleue qui va rentrer dans les racines et on va voir le mouvement. Un chronomètre, l'idée quand j'ai un chronomètre, c'est nécessairement de mesurer le temps. Or, si je mesure ici des distances parcourues et si j'ai un temps, eh bien, je vais pouvoir mesurer une vitesse, la vitesse d'absorption de la racine. L'eau distillée, ça c'est quand vous faites des préparations microscopiques, par exemple, pour nettoyer. Protocole à créer. À l'aide du matériel fourni, élaborer un protocole expérimental pour mettre en évidence le rôle d'absorption des racines. On vous précise que le colorant va servir de traceur. On vous donne des indications de temps. On estime à 5 minutes le temps pour que le colorant entre dans les poils absorbants de la racine. Et on estime à une demi-heure le temps nécessaire pour que le colorant passe des poils absorbants vers les vaisseaux conducteurs. Je vais vous montrer les images ensuite pour comprendre ce truc-là. Communiquer, c'est là, sous la forme de votre choix, présenter et traiter les données brutes pour qu'elles apportent des informations nécessaires. Ça peut être un graphique si vous voulez montrer en fonction de la distance parcourue, un lien temps-distance. Ça peut être quand vous n'êtes pas à l'aise avec les graphiques, faites un tableau à plusieurs entrées avec je sais pas, une colonne T0, T5 minutes, T30 minutes, et puis des petits schémas en dessous pour montrer ce que vous observez. Ça peut être une bonne idée de présentation. Ça va pour tout le monde? Vous arrivez à suivre? Alors, des cellules adaptées à l'absorption de la solution du sol, les poils absorbants. Alors là, c'est une coupe longitudinale de racines qui était plongée dans du bleu de méthylène et vous constatez que le bleu de méthylène est absorbé
passe par la périphérie de la racine et va rejoindre le cœur de la racine. Là, vous voyez que c'est encore beige. Le bleu n'est pas encore passé au centre de la racine. Donc, ça me permet, si j'ai une indication de temps, là, je peux faire une mesure, je peux mesurer une vitesse d'absorption. Il finit par gagner les vaisseaux situés plus au centre de la racine. Alors, c'est pas bien visible, mais là, il y a un petit peu de bleu. En fait, au cœur de la racine, on va avoir un vaisseau conducteur de sève dite brute, celle qui monte, qui est riche en eau et en sels minéraux. Et ce vaisseau, on va le voir ensuite, aujourd'hui, il s'appelle le vaisseau de xylème. Xylème, xyle du grec le bois. Ensuite, ici, c'est une observation au microscope optique, grossissement x400, et on voit qu'à la surface de la racine, il y a des structures allongées. On appelle ça des poils absorbants, et ça, c'est vraiment important de le retenir. Donc, un poil absorbant, c'est une cellule hyper différenciée avec un prolongement cytoplasmique très important. Et donc, ça répond, cette structure avec un prolongement cytoplasmique important, donc cette déformation, elle permet de répondre à la fonction absorber un maximum d'eau et de sels minéraux. C'est une adaptation structure-fonction. Vous augmentez la surface d'échange. Si c'était lisse ici, j'absorberais beaucoup moins de solution du sol, alors que là, j'ai plein de poils absorbants. Toutes ces digitations ici permettent d'augmenter la surface pour un volume donné qui est maintenu constant. À la surface de la racine, on observe les cellules très allongées, les poils absorbants colorés en bleu. Alors, les poils absorbants, une grande surface d'échange. Donc là, vous avez une photographie, on les voit ici. C'est vraiment un poil absorbant, c'est une cellule. C'est une cellule très différenciée. On peut aller voir à la loupe binoculaire, je vais vous montrer dans le document qui suit. Et donc là, je vous avais dit un petit entraînement de calcul. Essayez de mesurer l'augmentation de surface qui est permise par ces poils absorbants. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête pour comprendre le corriger. Je vais le mettre là. Voilà. Donc ça, c'est une proposition de correction. Je vous explique globalement ce que j'ai proposé là comme petit calcul. Donc, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde. Cette surface-là, la grise là, c'est celle que j'aurais si je n'avais pas de poils absorbants. Elle fait 1,5 mm de long et en largeur, elle fait 1 mm. Donc là, je suis à 1 mm fois 1,5 mm, autrement dit, j'ai 1,5 mm carré. Voilà. Ensuite, je veux mesurer cette fois la surface. Alors j'ai été plus précise, excusez-moi dans mon corrigé, j'ai regardé la surface des 6 cercles de diamètre 75 micromètres. Un poil absorbant, c'est ça. Et donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je regarde ces surfaces-là, donc 6 fois pi R2. Voilà. Et je la compare à la surface développée par 6 poils absorbants. Et donc, la surface d'un poil absorbant, si je compare un poil absorbant à un cylindre, sans considérer la base, puisqu'il ne va rien absorber par la base, d'accord, il absorbe par toute cette partie-là et cette surface-là, eh bien, la surface d'un poil absorbant, c'est pi R2, cette surface-là, plus évidemment la surface de mon cylindre, là comme le rouleau de papier toilette, on en parle tellement en ce moment, donc 2 pi RH. Et donc, quand vous menez le calcul, si vous divisez votre surface S1 permise par les poils absorbants sur la surface S2 sans poils absorbants, vous avez un ratio de 57. Ça veut dire que d'après ce calcul-là, 6 poils absorbants augmentent de 57 fois la surface d'échange avec le milieu. Donc, c'est très important et ça répond bien à la relation structure-fonction. Un poil absorbant augmente la surface d'échange avec le milieu, ici le sol. Donc, c'est ce que je vous ai mis là. Sur une longueur de 1,5 mm, j'ai 6 poils absorbants et ça augmente la surface d'échange d'un facteur 60, 57, c'est proche de 60. J'espère que ça va. Observation microscope de coupe. CT, c'est pour coupe transversale. Donc ça, c'est une coupe transversale de racine de radis. Et ça, c'est une coupe longitudinale au niveau de la zone pilifère. Pilifère, c'est la zone qui présente les poils absorbants. Après incubation 5 minutes avec du bleu de méthylène, qu'est-ce que vous constatez ? Tout le cortex, toute la périphérie est bleue. Donc en 5 minutes, tous les poils absorbants absorbe très rapidement la solution du sol et on a même un début de bleu qui va vers le centre de la racine, autrement dit c'est relativement rapide l'absorption.
Donc ça, c'est les photos prises en confinement. Donc ici, vous voyez plein de graines. On les a mises à germer. Alors là, le système là, c'est un germoir, hein. Bon, on s'en moque, ça marche si vous prenez des graines, vous les mettez vous mettez un petit peu de sopalin humidifié et puis vous les mettez en 2 jours, elles germent. Alors l'idée, regardez, ça c'est la graine de radis qui a germé. Il y a bien la racine ici. Et dans toute cette zone-là, vous observez une structure un peu plumeuse. Eh bien, cette zone-là, c'est la zone pilifère. Et un petit trait blanc, c'est un poil absorbant. Cette photographie, j'aurais dû le mettre, elle a été, ah si je l'ai écrit, elle a été réalisée par mise au point à la loupe binoculaire. Donc, c'est un grossissement x20 et là x40 ici. Donc c'est pas énormément grossi. Vous remarquerez que là, c'est une photo prise avec mon téléphone sans outil de grossissement. Ça se voit très très bien à l'œil nu. Donc là, si vous n'en êtes pas convaincu, la stratégie adaptative de la racine pour augmenter l'absorption du sol, c'est plein de cellules qu'on appelle des poils absorbants qui augmentent la surface d'échange. Quant à l'ancrage, là, pour le moment, je ne démontre absolument pas une stratégie d'ancrage, juste une stratégie d'absorption. Vous remarquerez que quand j'ai fait la photographie, j'ai pensé à mettre une règle à côté parce qu'on peut faire des mesures. Donc ici, ma règle, je vous rappelle que là, ici, cette distance-là, c'est 1 mm. Donc au total, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm, 3 jours après germination. Et poil absorbant, je vous ai écrit que c'était une cellule très différenciée qui offre une grande surface d'échange. Voilà. Donc vous remarquerez, c'est impressionnant, mais cette cellule, puisque là j'ai l'échelle, ma cellule, ça c'est un poil absorbant, elle fait 1 mm de long. Donc ça se voit à l'œil nu. Là, vous voyez des cellules. Alors on ne la voit pas dans sa totalité, mais un petit poil ici, c'est une cellule. Hop. La tige des plantes. Pas de questions sur la racine, ça va? Donc les stratégies adaptatives en termes d'absorption et d'ancrage. Pour l'absorption, on vient de voir à l'échelle cellulaire l'existence de poils absorbants dans la zone pilifère. Ça va pour tous? Bon. S'il n'y a pas de remarques, je continue. La tige. Donc ça, c'est une photographie de tige. Quel est le rôle d'une tige pour vous? Ça sert à quoi les tiges? Les tiges des plantes, dites-moi. Se dresser, ok, très bien. Quoi d'autre? Porter les bourgeons, faire circuler les nutriments, bravo. Alors, je vais l'expliquer autrement. Chercher la lumière, ouais, c'est vrai aussi, très bien. En fait, la tige, c'est un peu l'organe qui fait le lien entre la racine qui absorbe l'eau et les sels minéraux et la feuille qui fait la photosynthèse. Vous avez la feuille en haut qui fait la photosynthèse, vous avez les racines en bas qui absorbent l'eau, et bien le lien entre les deux, ça va être votre tige. Voilà, c'est une tige, c'est une gourde. Et donc, dans cette tige, je vais avoir une structure plutôt allongée pour faire le lien entre mes deux organes, feuilles et racines. Et une structure, vous me dites, faire circuler. Donc, une structure qui va présenter à l'intérieur nécessairement des tubes, des vaisseaux conducteurs de sève. Donc, une tige, elle va forcément présenter des structures adaptées à une conduction de sève. Et en fait, des sèves, il y en a deux types. La sève brute, celle qui monte, qui va des racines vers les feuilles, c'est de l'eau et des sels minéraux, c'est une solution du sol absorbée, d'accord? Et la sève qui descend, c'est la sève dite élaborée, elle est riche en saccharose, elle est riche en sucre fabriqué par la photosynthèse au niveau des cellules foliaires. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Celle qui monte est brute, c'est de l'eau avec des sels minéraux. Celle qui descend est élaborée, c'est de l'eau aussi, mais très riche en sucre et puis en hormones aussi. Enfin là, celle qui monte contient aussi des hormones. Bref, c'est l'organe circulatoire par excellence, cette tige, et elle va permettre aussi la croissance. Elle est porteuse de bourgeons, c'est vrai, parce qu'un arbre, une plante, elle a une croissance dite indéfinie, c'est-à-dire que votre arbre, si vous ne le coupez pas, il est censé pouvoir grandir, grandir, grandir. Alors à un moment donné, il y a un équilibre, si j'ose dire, au niveau de la croissance. Il va aussi se ramifier et puis il va s'épaissir, parce que si vous êtes que sur une croissance en longueur, vous finissez par rompre. Donc le tronc, il croît et en longueur, mais aussi en épaisseur. Donc vous avez tout compris. Et le port dressé est permis par la tige, c'est vrai, puisque l'idée, c'est qu'en ayant un port dressé, c'est une stratégie
pour aller vers la lumière et porter les feuilles assez haut pour capter c'est un peu finaliste de dire ce qui permet de capter un maximum de lumière. Donc on cherche à comprendre les particularités structurales qui sont présentes dans la tige, organes de liaison entre les racines et les feuilles. Donc c'est important que vous compreniez que c'est le lien entre la racine et les feuilles. Le matériel, une tige de menthe, ça marche très très bien. Une lame de rasoir, pince fine, 5 verres de montre, un chrono, de l'eau de javel diluée, destruction du contenu cellulaire, de l'eau pour le rinçage, une solution d'acide éthanoïque dilué. En gros, ça c'est du vinaigre. C'est pour ce qu'on appelle le mordançage. Tout ça, c'est hors programme. Hein. Vous retenez pas que l'eau de javel détruit le contenu cellulaire, que l'acide éthanoïque permet le mordançage, c'est-à-dire que ça aide à la fixation des colorants. Et il y a un colorant qui est très utilisé au lycée et dans le supérieur. C'est le carmino vert de Mirande, carmin aluné et vert d'iode. C'est un colorant en fait qui allie deux couleurs, le rose et le vert. Et en fait, le rose et le vert sont des colorants qui ont des affinités pour deux polymères présents dans la paroi des cellules végétales, et ça va en fait permettre de mettre en évidence deux types de vaisseaux conducteurs dans votre tige, les vaisseaux qui conduisent la sève brute et les vaisseaux qui conduisent la sève élaborée. Alors si vous avez lu le TP, vous devez savoir que ceux qui conduisent la sève brute, ceux qui montent, et puis je viens d'en parler, ils ont un petit nom, je vous ai donné la racine grecque du mot, ça veut dire bois, c'est le vaisseau de quoi? Celui qui conduit la sève qui monte, vaisseau de, non, vous ne voyez pas, vaisseau, il n'y a personne qui me répond. Alors vaisseau de xylème, et on va le voir, quand on fait une coloration, une double coloration au carmin vert de Mirande, il est de couleur verte. Et celui qui conduit la sève élaborée, je vais l'écrire après, c'est le vaisseau de phloème, qui va apparaître en rose. Donc là, il y a tout le protocole, inutile de l'apprendre. En ECE, il vous serait donné, et dans la mesure où on ne l'a pas fait ensemble, on verra comment s'organise le bac, mais on ne choisira pas des sujets aussi compliqués. Très honnêtement, ça c'est une manip qui demande à avoir été testée en classe avant de pouvoir être faite en direct. Il faut faire des coupes très très fines, et je vais vous montrer des travaux d'élèves juste après. Voilà, donc ça c'est une coupe réalisée par une élève de terminale. C'est une coupe très très fine, donc dans une tige de menthe. Après coloration, elle a fait tout le protocole précédent, et vous constatez, normalement c'est vraiment bien lisible hein, sur le travail qu'elle a fait. Il y a beaucoup de rose, mais il y a aussi du vert. Or, le vert, en fait, il colore surtout les vaisseaux qui sont très très riches en une molécule qui s'appelle la lignine. Et donc, c'est une molécule qui rend les tissus imperméables et qui permet une grande rigidité, une grande résistance à l'attraction. Et donc, je constate quoi? Que les vaisseaux qui ont des diamètres assez élevés sont plutôt riches en lignine, colorés en vert, et les vaisseaux plus petits, qui ont des diamètres plus petits, sont plutôt colorés en rose. Les vaisseaux verts avec un gros diamètre sont les vaisseaux de xylème. On ne voit pas très bien ici, c'est dommage là, j'aurais pas dû choisir cette couleur là, j'ai pris le vert pour xylème, et ce sont eux qui vont conduire la sève brute. Donc ça c'est très très important à noter. Hop, je vais souligner en jaune. Vaisseaux de xylème, ils conduisent la sève brute. Et la sève brute, c'est celle qui monte, c'est la sève ascendante. Les petits vaisseaux avec un petit diamètre sont les vaisseaux de phloème. On ne dit pas vaisseau d'ailleurs. Normalement, si on veut être très rigoureux, on parle de tubes. Ce sont des tubes. Les cellules sont encore vivantes. On parle de tubes de phloème. Et ces tubes conduisent la sève élaborée qui descend, la sève sucrée. Le diamètre est plus petit. Ça descend, donc ça suit la gravité. Et c'est relativement visqueux. Ici, le diamètre est plus important, ça permet un plus gros débit. Votre plante, elle a besoin de beaucoup d'eau. En plus, elle transpire beaucoup parce qu'elle a une grande surface d'échange. C'est ce qu'on va voir, c'est l'inconvénient. Ses feuilles, ça permet de capter beaucoup de lumière, mais l'inconvénient, c'est qu'elle perd beaucoup d'eau. Et c'est par cette évapotranspiration, entre autres, que vous allez avoir un flux ascendant de la sève brute. Donc, la sève brute, elle est conduite par ces gros vaisseaux de xylème qui remontent
par capillarité. Vous avez une molécule d'eau qui s'en va par évapotranspiration. Eh bien, votre réseau de molécules d'eau dans le vaisseau conducteur de xylème remonte. Hop. Communiqué par un schéma, représenté par un schéma d'observation, la coupe transversale de tige. Et donc là, tac, je vous ai mis une grille d'autocorrection. Donc ça, c'est quelques petits rappels pour les ECE. Je vais reprendre le pointeur. Quand je fais un schéma, déjà, je pense tout de suite au titre. Et donc, le titre, il doit être complet. Pensez à dire que c'est une coupe transversale, parce que ça pourrait être une coupe longitudinale. Pensez à préciser la nature de l'objet. On est dans une tige. L'espèce, c'est de la menthe. C'est bien quand même de le préciser. Précisez l'outil observé, c'est MO, le microscope optique. Précisez toujours le grossissement et le colorant utilisé. L'idéal sur votre schéma, en plus du titre, c'est de faire paraître ici une échelle. C'est-à-dire, à droite de votre dessin, vous montrez que la structure que vous avez dessinée fait en réalité, je ne sais pas, 100 micromètres par exemple. Légendes structurales organisées et alignées, vous évitez les légendes en soleil, vous les mettez bien d'un côté et puis essayez de les organiser aussi. Organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, tout ce qui est relatif au phloème, vous le mettez d'une certaine couleur, tout ce qui est relatif au xylème d'une autre. Légende structurale, le vaisseau de xylème, ça c'est la structure que j'observe. Le tube du phloème, c'est la structure que j'observe. En vert, d'après le protocole, on m'a dit que c'était de la lignine. Vous n'avez pas à retenir ce terme-là. En rouge, c'est de la cellulose. Vous connaissiez déjà ce terme en seconde, vous l'avez vu. Vous n'avez pas nécessairement obligation de le remettre, mais c'est bien de dire que c'est structure cellulose en rouge. Et puisque c'est un schéma structure-fonction, montrer la fonction, le xylème, des tubes avec gros diamètre, une paroi épaisse, c'est une conduction contre la force de gravité. C'est parce que mon tuyau a une structure rigide que je vais pouvoir faire monter l'eau. Si sans finalisme, mais si votre paroi, elle n'était pas ligneuse, si elle était souple, eh bien, c'est comme un tuyau d'arrosage, quoi. La paroi, elle est relativement rigide pour pouvoir faire remonter de l'eau contre la force de gravité. Sinon, il y aura un système, ça collapse. En fait, les parois, elles se collent. Non, comme c'est rigide, tac, les parois, elles restent bien en place et ça permet la remontée de la solution du sol, de la sève brute. Le phloème, par contre, on est sur une voie descendante, des vaisseaux de plus petit diamètre et une paroi plus souple qui est constituée exclusivement de cellulose, alors que pour le xylème, c'est et de la cellulose et de la lignine. Il faut que votre schéma il ressemble un peu à ce qu'on observe, donc c'est le point de fidélité. Fidèle, ça veut dire que ce que vous dessinez ressemble à la réalité. C'est bien de le centrer, pas faire un petit schéma en haut à droite de votre page. Il faut qu'il soit soigné, évidemment. Donc là, c'était une indication de points. Les feuilles. Alors là encore, à quoi servent les feuilles? Dites-moi. Je vous écoute. C'est quoi la fonction d'une feuille pour vous? Ouais, très bien. Faire la photosynthèse, capter la lumière. Ok, super. Donc une feuille, c'est un organisme vert chlorophyllien, riche en un pigment, la chlorophylle, qui a une fonction essentielle, c'est réaliser la photosynthèse. Capter les photons par le pigment chlorophyllien présent dans les cellules foliaires et synthèse, utiliser cette énergie lumineuse pour réaliser une réaction chimique qui n'est pas, on appelle ça qui n'est pas hexergonique. En gros, qui ne se fait pas naturellement, c'est-à-dire réduire le carbone minéral, le CO2 de l'air, je le transforme en C6H12O6, c'est-à-dire en matière organique. Donc, c'est réaliser cette équation bilan-là. Vous l'avez vu en seconde, cette équation, elle est exigible. Donc ça, si vous vous souvenez plus l'équation, attendez, je vais gommer parce que c'est mal fait. Voilà. Je reprends. Voilà, super. Donc, cette équation bilan, elle est à connaître par cœur. Vous devez savoir ajuster. Donc, la photosynthèse, c'est utiliser du dioxyde de carbone de l'air, utiliser l'eau des racines, autrement dit, celle qui a été absorbée par les poils absorbants et qui remonte par les tubes de xylème. Et grâce à l'énergie lumineuse, convertir, réduire ce carbone minéral en carbone organique. Le carbone organique, c'est le glucose. C6H12O6. Ça, c'est la molécule de glucose. Et en fait, on va avoir aussi
une oxydation de la molécule d'eau en dioxygène. Donc, réaliser la photosynthèse, c'est être capable de capter le CO2 de l'air pour le transformer, synthèse, en matière organique, en glucides, en glucose ici. Ce glucose, ensuite, il sera transporté via la sève brute sous forme de saccharose, c'est un dimère, hein, c'est un dioside, via la sève élaborée vers les racines. Vous m'avez dit tout à l'heure que la racine, elle avait un rôle de stockage. J'en ai pas parlé, mais c'est très bien, surtout l'hiver. En fait, tout l'excès de saccharose qui est fabriqué au printemps et en été au niveau de vos feuilles va être envoyé via la sève élaborée dans les racines qui vont stocker ce sucre pour passer l'hiver et surtout au printemps pour envoyer de la sève élaborée brute mais riche en sucre. C'est un peu un piège. Favoriser l'éclosion des bourgeons. Les bourgeons, pour éclore, ils ont besoin de sucre au début pour pouvoir se réveiller. Donc, cette réaction chimique-là, c'est ce qu'on appelle un métabolisme, le métabolisme photosynthétique, et il ne peut se réaliser que grâce à l'énergie lumineuse, photons, les photons, photosynthèse captée par les feuilles. Donc, les feuilles, le feuillage développé par votre arbre, il montre une structure, une très grande surface d'échange, ce qui permet d'optimiser le captage de lumière. Mais il y a un inconvénient. Votre plante, elle perd aussi beaucoup d'eau parce qu'elle transpire puisqu'elle augmente la surface d'échange. Alors, l'avantage de la transpiration, c'est pas que un inconvénient. L'évapotranspiration pour votre plante, ça permet la remontée de la sève brute. L'inconvénient, c'est qu'elle perd de l'eau et que l'eau, on a vu que c'était essentiel à la photosynthèse. C'est pour ça qu'une plante, elle a besoin continuellement d'avoir de l'eau. Alors, elle la puise grâce à son réseau de racines et à ses poils absorbants, elle puise beaucoup, beaucoup d'eau. Mais l'été dernier, par exemple, on a perdu des arbres dans les forêts à cause des canicules où à un moment donné, votre plante, entre la chaleur externe qui fait qu'elle transpire beaucoup et l'absence d'eau au niveau du sol, même un arbre peut finir par mourir dû à une déshydratation importante. Donc là, c'est la manip la plus facile à faire et elle se fait très très bien sur des feuilles de poireaux. Je vais vous montrer ce qu'on observe. L'idée, c'est de prendre une feuille de poireau, découper un petit carré dans la feuille de poireau, prendre une pince fine et retirer la première couche cellulaire de la feuille de poireau. Si vous le faites, en ce moment, il y a des poireaux. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de vous montrer. Là, je vais faire un petit film. L'idée, c'est vraiment de récupérer la couche celle de surface. Non, c'est très facile, Marc. Je vais filmer le truc, vous allez voir, c'est archi simple. Ce qu'il faut, c'est vraiment comme si vous vouliez arracher la première pellicule de peau, quoi. C'est l'épiderme de surface du poireau. Je vais essayer de filmer ça. Je vous garantis rien, si ça marche pas, vous aurez rien, mais je vais tenter de filmer. Et donc, ce poireau, vous enlevez l'épiderme de surface, vous le déposez sur une lame, une goutte d'eau, une lamelle, et là, surprise, vous observez au niveau de cet épiderme des petites structures arrondies, on dirait des petites bouches. Alors là, la bouche, elle est fermée, là, elle est ouverte. Vous allez me dire, il faut avoir les yeux de la foi, peut-être. En fait, cette structure-là, c'est un stomate. C'est écrit ici, hein, stomate. Alors, un stomate, c'est 2 cellules accolées. Elles ont une forme, on dit qu'elles sont réniformes, en forme de rein. Je vais vous les dessiner. Alors là, vous allez pouvoir rigoler parce que ça va être juste super moche. Déjà, dessiner un stomate, ça peut prêter à rire. Alors là, en plus, en direct, avec une souris, il y a des trucs qui traînent partout. Donc, le stomate, tac, ça a une forme comme ça. Tac. Donc là, voilà, ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'est une cellule du stomate. Et là, hop, vous avez l'autre cellule. C'est pas si mal. À coller. Voilà. Dans une cellule, c'est forcément un noyau. Donc, je fais un petit rond. Ça, c'est le noyau. On dirait un bonhomme. Hop. Tac, un autre bonhomme. Et donc, tout ça, c'est le stomate. OK.
Cette zone-là, c'est la zone d'entrée. C'est par là que peut rentrer le CO2 de l'air, mais aussi qu'on perd de l'eau, que votre plante perd de l'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ostiole, cette zone-là. Ça, c'est l'ostiole. Si vous voulez, je peux faire un petit... Hop. Tac, tac. Hop. Et là, hop. Ça, c'est l'ostiole. Donc, l'ostiole, ostiole égale ouverture. C'est comme, ouais, exactement, c'est comme nos pores, c'est par là qu'on transpire, bah, votre plante, elle transpire aussi par là, sauf qu'elle, en plus, elle capte. C'est-à-dire que nous, on est vraiment, les pores de notre peau sont unidirectionnels. On libère de la sueur et du CO2. Alors que la plante, elle, eh bien, les flux entre la feuille et l'extérieur sont bidirectionnels. Il y a de l'entrée d'air et de la sortie. Moi, on respire alors je mens un peu, on respire un peu par la peau, mais alors c'est vraiment epsilonesque, hein, d'accord. Les grenouilles respirent bien par la peau, nous non. Donc ici, tac, je reprends le pointeur, ça c'est un stomate. Au centre du stomate, la petite bouche, mais on ne dit pas bouche, on appelle ça l'ostiole, c'est l'ouverture qui va permettre l'entrée. On va prendre un stylo noir, tac. L'entrée de CO2 et la sortie. Je vais prendre un stylo bleu. Hop. Et la sortie. La sortie quoi? De quoi? Eh bien d'eau, elle transpire. Et puis si vous m'avez suivi, votre plante aussi, elle libère du dioxygène grâce à la photosynthèse. Bon, on voit rien du tout. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a du CO2 qui rentre et il y a de l'eau et du dioxygène qui ressortent. Ça va pour tous? Donc ça, c'est vraiment important. Je vais essayer de vous faire un film tout à l'heure. Aider de mes charmantes assistantes pour faire pour Martial, je vais essayer de faire le poireau avant qu'on le mange ce midi. Elles sont contentes de manger du poireau. On va regarder les stomates à la loupe bino et au microscope. Je vous prépare un petit truc. Alors ça, c'était une astuce. Je vous ai dit que quand on fait un schéma, normalement, tac, ici, l'idée, voilà, quand on veut faire un beau schéma, ce qui est bien, c'est de mettre une échelle sur votre schéma. Et vous avez le droit de me dire, mais comment je peux savoir la taille d'un stomate? Je vois le grossissement, je sais le lire sur un microscope, mais comment je fais pour savoir ça, combien ça mesure? Alors, comment on fait? Ah ben, il est parti du coup, Martial, il est fâché. Donc, hop, vous pouvez demander du papier millimétré. Et là, c'est une photo que j'ai prise d'un papier millimétré observé au microscope optique au grossissement x100. Et vous constatez que grossissement, il est revenu. Grossissement x100, c'est la bague jaune, au cas où vous vous souvenez plus. C'est pas la première, pas le très court, la bague rouge, c'est celle juste au-dessus, la bague jaune où il y a écrit x10. Mais comme l'oculaire où je mets l'œil, il est à x10, 10 x 10, ça fait 100. Et donc, quand vous observez votre papier millimétré au microscope optique au grossissement x100, vous voyez pile 1 millimètre carré sur votre champ d'observation. Ça veut dire que si ici, tac, je reviens, j'étais un grossissement x100, donc de chance là c'est 400, eh bien je peux faire une densité stomatique, c'est-à-dire que je vais compter le nombre de stomates, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va dire que j'en ai plus 4 fois plus sur du grossissement 100. Et donc, j'ai, je ne sais plus combien je viens de dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 40 stomates par millimètre carré. Vous comprenez l'idée ou pas? Ça va, ça? Ça me permet de faire une densité stomatique. Voilà. Donc, regardez. Là, j'ai joué la carte de la flemme, hein, c'est-à-dire qu'ici, je suis un grossissement x 100. Je compte le nombre de stomates, j'en ai 80. Et je sais que toute cette surface-là, c'est un petit millimètre carré dans mon papier millimétré. Donc, la densité stomatique sur cette image-là, c'est 80 stomates par millimètre carré. Voilà. Et là, par contre, c'est un grossissement x100 qui vous permet de mettre en évidence l'ostiole, le stomate avec les deux cellules qui sont collées. On les voit. On a du mal à identifier chaque cellule ici, hein. Ça va? C'est clair pour tout le monde? C'est facile? En bilan, on retient quoi? Les contraintes de la vie fixée.
Alors aujourd'hui, on a travaillé uniquement sur la contrainte nutrition. Une plante, elle est fixée, elle a besoin d'eau, elle a besoin de lumière, elle fait l'absorption par les racines, elle fait la photosynthèse par les feuilles, donc elle a besoin d'un organe qui conduit les racines, ce qui a été absorbé par les racines jusqu'aux feuilles. Et donc, voilà les contraintes de cette plante. Elle perd beaucoup d'eau. S'il fait très chaud, elle peut pas aller se mettre à l'ombre. Quelle est sa contrainte aussi? Eh bien, sauf si quelqu'un lui amène de l'eau tous les jours, mais elle doit trouver de l'eau sans pouvoir se déplacer. Elle va pas à une source. Donc, il y a plein de contraintes. Et quelles sont ces stratégies? Alors, concernant l'eau, les stratégies, eh bien, elle va développer à l'échelle macroscopique un gros réseau racinaire qui va lui permettre de prospecter une grande surface et ainsi de capter un maximum d'eau. Et à l'échelle cellulaire, les racines présentent des petits poils absorbants au niveau d'une zone bien précise qui s'appelle la zone pilifère pour poils et qui permet là encore d'augmenter la surface d'échange. Cette stratégie collinaire, alors collinaire, ça vient de tige, d'accord? Quelle est la stratégie adaptée, si j'ose dire, au niveau de la tige? Eh bien, deux types de vaisseaux. Un pour la sève qui monte, la sève brute, les vaisseaux de xylème. Un pour la sève qui descend, la sève élaborée, les tubes de phloème. Ils n'ont pas la même structure et pas la même fonction. Il y en a un qui conduit une sève très peu visqueuse car très riche en eau, la sève brute, et qui monte donc contre la force de gravité. Donc on a une adaptation structurale avec des parois très rigides. Ce sont les vaisseaux de xylème. En revanche, on a les tubes du phloème, qui permettent de faire descendre la sève élaborée sucrée, donc plus visqueuse, avec une vitesse de déplacement plus faible que la sève brute et qui présente des structures, une paroi moins rigide, des cellules qui sont encore vivantes. Enfin, la stratégie foliaire. À l'échelle macroscopique, eh bien, c'est simple. On a un couvert végétal très, très important, c'est-à-dire que des feuilles qui, là, au printemps, naissent des bourgeons foliaires. Vous êtes en train d'observer plein de bourgeons qui sont en train de s'ouvrir avec des feuilles qui se développent. Hein. Donc, ce sont une grande surface, un petit volume. Donc, l'avantage, c'est de couvrir une grande surface au niveau de la captation de la lumière. L'inconvénient, c'est une grande déperdition hydrique, on perd beaucoup d'eau. Alors, cette perte d'eau permet certes la montée de la sève brute, surtout au printemps où il n'y a pas de risque de déshydratation, mais en été, quand il fait très chaud, il y a un risque pour la plante de déshydratation. Est-ce que c'est clair, ça, pour tout le monde? Ça va? Ça va pour tous. Alors, on est dans les temps? Ouais, c'est bon. Sur le cours, ce que je vais vous proposer, je vais vous envoyer le cours qui est très simple. On peut faire un truc pour que ça vous donne quelque chose d'un peu motivant. Enfin, j'en sais rien, vous me dites. J'ai un cours, je peux vous faire un cours avec un texte à trous et vous recopiez ce cours dans la partie cours de votre classeur. On est de nouveau dans le thème 1 hein, pour ceux qui ont des cahiers différents. Et quand vous avez recopié, eh bien, je vous envoie le corrigé ou on le corrige ensemble le lundi de la rentrée si vous voulez. Mais je pense que ça fait un peu tard d'attendre le 20 avril. J'aime autant que vous le fassiez là cette semaine, que c'est encore frais pour vous dans vos têtes. Xylème, phloème, poil absorbant, photosynthèse, métabolisme photosynthétique, déshydratation, évapotranspiration, bref, tube, vaisseau. Donc ça, je pense que c'est bien que je vous l'envoie là maintenant à compléter. Ensuite, donc recopier le cours et l'apprendre. Il y avait dans le TP, je vais juste regarder, partage de fichiers, normalement, je dois l'avoir, je croyais l'avoir, tac, ouais, c'est ça. Non, le Géniali, je ne peux pas vous l'envoyer, c'est super lourd. Il est déjà sur le site en fait, Sacha. Quand vous ouvrez le site, alors peut-être que vous avez eu du mal à le trouver. Ah oui, merci pour la question. Alors, en fait, ces Géniali-là, je suis en train de les créer pour l'année prochaine. Pour des futurs élèves de terminale en SPSVT, mais aussi pour des élèves qui entrent en prépa et qui n'auraient pas suivi la SPSVT. Donc, j'essaie de faire des cours un peu autonomes, consultables par n'importe qui. C'est pour ça que ce cours-là,
Ouais, je m'en doutais. Donc je vais vous l'envoyer. Je peux pas vous envoyer le Geniali, c'est trop lourd à envoyer. Je vais juste vous indiquer comment y aller. Le chemin, si là vous avez un double écran, déjà je peux vous le dire, quand vous ouvrez sur mon site, quand vous êtes sur mon site, et je vais vous le réenvoyer ensuite sur WhatsApp et sur le Slack, il faut que vous ouvriez l'onglet qui s'appelle SP Terminal Programme 2020. Et quand vous ouvrez SP Terminal Programme 2020, c'est tout en bas, le SP Terminal Thème 2, enjeux planétaires contemporains. Et je vous ai créé une page sur la plante. Et c'est le premier que vous allez trouver. Mais je vais tout vous réexpliquer. Je vais l'écrire, vous l'envoyer sur le Slack et sur le WhatsApp. D'accord? Donc oui, il n'est pas dans le programme. C'est bon, Sacha. Par contre, si vous allez dans votre ancien programme 2012, vous obtenez ce truc-là. Tac. Qui est bien aussi, mais qui est un petit peu plus démodé. Un PowerPoint, d'accord, avec tout ce que je trouve pas. Alors, je vais vous l'indiquer sur WhatsApp, Jeanne, d'accord? Et puis, je vais essayer de vous faire comme un tuto pour vous montrer comment le faire. Juste, je vous montre le cours du lundi de la reprise. Comme d'habitude, je reprends le TP avec quelques documents qui sont extraits de votre livre. Par exemple, dans le Bordas, là, vous avez un développement de la... Ok, super. Développement à l'interface du sol et de l'atmosphère, croissance des organes aériens et souterrains de la rabette. C'est juste pour vous montrer que au cours du temps, vous constatez que les racines, l'adaptation structure-fonction, il y a une ramification énorme, d'accord? Ça permet d'augmenter la surface d'échange. Ça, c'était pour vous montrer le gravitropisme. Je suis encore dans les temps, ça va, j'ai 5 minutes, j'avais peur de déborder sur le cours d'après. Ça, c'est toujours dans votre bordasse, vous repérez une coupe transversale avec la présence des poils absorbants, ça va pour tout le monde. La racine et la zone pilifère, on vient de le voir. Donc normalement, c'est vraiment facile, hein. On termine l'année sur quelque chose qui est archi simple, qui doit vous rassurer aussi. Ok. Là, donc c'est photographie des poils absorbants. Ça a été, ouais, je sais pas. C'est le truc, le calcul que j'ai fait. Donc là, bon, c'est des racines d'oignon rouge, je passe. Ce sont des photos d'élèves, ils en ont fait plein. Donc j'ai mis un maximum de travaux d'élèves. Et dans le Geniali que je vous ai proposé, par contre, j'ai fait un tri, je les ai pas toutes mises. Là, vous voyez que l'élève, même sans bleu de méthylène, on voit très très bien les poils absorbants. Le bleu de méthylène sert de traceur et aussi de mise en évidence, mais il n'est pas essentiel non plus. Voilà, bon, ça c'était pour montrer la vitesse à laquelle ça. Là, c'est un élève qui avait fait un petit calcul pour mesurer la vitesse d'avancée de la sève, de l'absorption de l'eau. Ça, c'est d'autres élèves qui avaient fait des calculs. Voilà. Et donc, là, j'avais intégré quelques traces écrites, mais pour que ce soit plus simple pour vous, je vais vous envoyer en format PDF ou Word le cours avec un texte à trous. Vous le recopiez, vous essayez de trouver les mots manquants. La sève, les pleurs de vigne, après la taille de printemps, on observe un chuintement de liquide au niveau des sections, c'est la sève brute, oui. Au printemps, on dit que la vigne, elle pleure, et en fait, il y a des larmes, il y a de l'eau qui coule au niveau des tiges coupées. Tout simplement parce qu'il y a une poussée racinaire. Les racines, en fait, alors ça leur demande de l'énergie, hein, ça utilise de l'ATP. Elles vont faire remonter la sève brute alors qu'il n'y a plus de feuilles pour l'évapotranspiration. Et cette goutte d'eau-là, puisqu'on est au printemps, bien que ce soit la sève brute qui normalement ne contient que de l'eau et des sels minéraux, au printemps, cette sève brute, elle contient aussi du sucre, le sucre qui a été stocké au niveau des racines. Et puis, quand les pucerons, là, eh bien, grâce à leur stylet, ils perforent la tige et ils récupèrent, eux, à votre avis, sève brute ou sève élaborée pour ceux qui sont encore connectés. Le puceron, il boit quoi? La sève brute ou la sève élaborée? Sans lire le petit texte. Ouais, bravo. Le puceron, bravo à tous, il est là pour prendre la sève brute. Donc, ça affaiblit votre plante. C'est pour ça qu'on évite d'avoir des pucerons. Et pour éviter d'utiliser des insecticides, qu'est-ce qu'on met sur le balcon pour que le puceron ne soit plus là? Bravo, Léo, des coccinelles.
Donc la coccinelle, la larve de coccinelle, hein, elle est pas très belle, c'est un espèce de truc avec plein de pics, je sais pas si vous en avez déjà vu. C'est surtout la larve qui mange plein de pucerons, c'est ce qu'on appelle exercer de la lutte biologique, c'est détruire les pucerons grâce à un autre insecte qui mange les pucerons. Voilà, donc si on élimine le corps de l'insecte en laissant le stylet, en gros on coupe la tête, et bien du stylet on va pouvoir récupérer la sève élaborée, ce qui prouve bien que le puceron prend la sève élaborée, se nourrit de sève élaborée et pas de la sève brute, il en a rien à faire. Donc là vous avez les colorations, tout ça je passe avec la menthe, tac. Ça c'est une tige de céleri, c'est pour vous montrer que tac, ici on est bien dans les vaisseaux conducteurs. Même avec le bleu de méthylène, on peut les observer. Et puis, c'est vraiment cette partie-là qui est la plus importante, le xylème en vert, le phloème en rose. Donc, les gros vaisseaux de xylème, on les voit super bien là. D'accord? Les petits vaisseaux de phloème, ils sont là. Hop, je passe. Tac, tac, tac. Ça, c'est tiré de votre bordasse. On peut prendre un colorant vital et s'amuser à regarder la couleur rose, où est-ce qu'elle se trouve dans la tige. Et vous voyez qu'elle est plutôt au cœur de la tige, dans la moelle. Donc, ce qui prouve bien que les vaisseaux conducteurs de xylème, la sève brute, c'est au cœur de la tige, pas en périphérie. Voilà. Donc là, c'est toujours dans votre bordasse, les gros tubes verts, vaisseaux de xylème, les gros tubes roses, tubes de phloème. Et là, vous voyez une forme spiralée. Les vaisseaux de xylème ont une lignification en spirale. Bon, tout ça, je passe. Ça peut être intéressant, c'est faire la même coloration qu'on a fait sur la tige, mais la faire au niveau de la feuille. Et vous voyez les gros vaisseaux de xylème en vert, les petits de phloème en rose. Eh bien, il y a un lien entre la racine, la tige et la feuille. Forcément, la feuille, vous avez aussi des vaisseaux de xylème et de phloème. La preuve, c'est que le xylème va apporter la sève brute pour que la feuille fasse la photosynthèse, et le phloème va embarquer avec lui le saccharose fabriqué par la feuille au niveau de la photosynthèse. Bon, tout ça, je passe, pas blabla. C'est tout ça, il faudra que vous l'écriviez. Interface air-plante, l'appareil foliaire. Donc là, c'est juste pour vous montrer, ça va, je suis dans les temps. Ah, j'ai un peu dépassé, je me dépêche. CO2 intégré dans les matières organiques en fonction de l'heure. Et ici, ouverture des stomates et photosynthèse. Donc, vous constatez bien qu'il y a une corrélation directe entre le pourcentage d'ouverture des stomates et le taux de CO2 intégré. J'en déduis que ce sont bien les petits stomates ici. Hop, là, l'encadre, c'est la chambre sous-stomatique. Ils mettent lacune, on appelle ça une chambre aussi. Donc, le stomate s'ouvre, c'est comme des portes battantes, tac, et ça laisse, via l'ostiole, rentrer le CO2. Et vous remarquerez que ça s'ouvre en journée, surtout quand il y a du soleil nécessairement, puisque c'est la lumière qui permet la photosynthèse avec le CO2 et H2O. Ça, je passe, j'en parlerai au retour des vacances. C'est pas très important ce truc-là. Bon, c'est des petits calculs, mais sans grand intérêt. Ah, bah voilà l'épiderme. Donc, je vais tenter de me filmer là. Je vais vous faire une démonstration d'épiderme de poireau pour vous montrer des beaux stomates. Voilà, ça sera l'activité de la journée. Elles vont être contentes. Tac. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ça va tout le monde? Je ne trouve pas. Alors, STP8, où est-il? Alors, ouais, en fait, je peux vous l'envoyer en format papier, mais l'idée, c'était de tester un TP uniquement sur tablette, sur ordinateur. Je suis en train de travailler avec un groupe sur des Moodle ou autres, voir tout ce qu'on peut faire avec ordinateur sans papier. Donc, je peux vous envoyer la version papier, mon ancienne version papier. Je vais le faire d'ailleurs, comme ça va vous permettre de voir ce que j'attendais en format papier. Mais le TP que j'aurais fait de toute façon aujourd'hui avec vous en classe si on avait eu cours, eh bien, j'aurais vraiment travaillé sur ce support-là. Je vous aurais laissé travailler avec ça. Et des tablettes, puisqu'on a des tablettes au lycée. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a des protocoles à trouver. Tac, ici. Voilà, protocole. Et vous n'auriez pas eu plus que ça.
Je voulais tester justement aujourd'hui avec vous ce type de pratique et voir si c'est bien ou si c'est juste la catastrophe de ne pas avoir de papier, si ça gêne trop les élèves de ne pas avoir de documents papier. Donc, j'ai pas pu tester. J'aurais bien aimé votre retour là-dessus. Donc, moi, là, dès que je me déconnecte, je vous envoie le cours à compléter avec les mots à trouver et à recopier chez vous. Je vous envoie le TP8 en format papier, comme ça vous verrez les deux. Je vous envoie le trajet pour trouver le Geniali pour ceux qui auraient eu du mal sur mon site, parce que vous êtes programme 2012, mais en même temps, je suis en train de travailler sur le programme 2020.